Mon bébé, ses petits pieds trop mignons. Oh, mon ventre, je sais pas si je vais le récupérer. Oui, maman est là, fais dodo mon amour. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche? Une chanson douce que me chanter. Je suis tellement épuisée. Si, mère, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostime, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, animé par Audrey Hetner. Bonjour à toutes et bienvenue dans Si Mère, le podcast Féminin Bio qui prend soin des futures et jeunes mamans en célébrant leur puissance et leur extraordinaire pouvoir de mère. Devenir mère tout en devenant soi, accueillir bébé en renaissant, trouver son équilibre et découvrir celui de son enfant, le comprendre tout en s'écoutant, c'est maintenant, au creux de vos oreilles. L'équipe Féminin Bio est très heureuse de vous proposer cette série de podcasts grâce à notre partenaire Biostime, spécialiste du lait bio infantile, fait en Normandie. Merci à Biostime de chouchouter la planète et de proposer aux parents des produits sains pour bébés, alliant science et nature. Si, mère, l'invité du jour. Si mère et si femme aussi, cet équilibre subtil et délicat, nous allons l'explorer dans ce nouvel épisode que j'ai la joie d'animer, un épisode qui sera consacré à la nutrition de la maman et de l'enfant. Allaitement, lait infantile, diversification, organisation. Quand bébé vient, toute notre attention, tous nos sens sont en alerte pour combler les besoins de notre petit. Mais bien souvent, ça se fait au détriment de nous-mêmes, voire de notre santé. En fait, on veut tellement être une bonne mère qu'on se laisse complètement tomber. Comment récupérer après l'accouchement? Comment s'occuper encore de son assiette lorsque bébé nous accapare entièrement? Comment surmonter la fatigue sans se rajouter une dose de charge mentale? Comment se faire confiance en apprenant à reconnaître les besoins de son enfant? Pour répondre à toutes ces questions, que vous vous posez peut-être aussi, j'ai la joie d'accueillir une femme qui m'a énormément guidée quand j'étais jeune maman. Bonjour Candice Lévy. Bonjour Audrey. Donc, Candice Lévy est naturopathe depuis 10 ans et aussi phytologue herboriste. Elle a créé le concept de naturopédiatrie et elle est également hypnopraticienne dans l'accompagnement de la future maman. Candice s'est spécialisée dans l'accompagnement naturopathique en préconception, grossesse et aussi pour le jeune enfant. Elle est l'auteure de plusieurs livres passionnants, dont L'assiette de la femme enceinte et L'assiette de bébé. Alors, le temps d'un épisode, laissez-nous prendre soin de vous. Vous qui bientôt, ou depuis peu, avez porté toute votre attention sur un autre que vous. Laissez-vous cajoler par les paroles réconfortantes et les conseils bienveillants que s'apprête à vous partager Candice. C'est maintenant, dans Si Mère. Si, mère, le partage. Bonjour Candice, bienvenue dans notre podcast Si Mère. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser plein de questions sur comment récupérer dans cette période clé de l'après-accouchement et comment prendre soin de soi. Alors, je vais te laisser la parole et accompagner de quelques questions. Et d'abord, j'aimerais que tu nous expliques comment on peut bien récupérer après son accouchement grâce à tes conseils naturopathiques. Alors, il faut dire que le 4e trimestre de la grossesse, c'est vraiment un trimestre qui est délaissé. C'est un peu le parent pauvre de l'accompagnement dans la maternité. Et ce que j'aime transmettre aux mamans dans cette période-là, c'est de prévoir, c'est d'anticiper et de créer ce qu'on peut appeler un projet postpartum afin de lever différents types de préoccupations, de lever des interrogations, des soucis divers et justement cette charge mentale qui peut venir encombrer pendant cette période-là. Donc l'idée, c'est de se préparer, c'est d'anticiper, c'est d'organiser. Autant on a un projet de naissance, c'est-à-dire que on va donner quelque part une intention, une directive dans la manière dont on a envie de mettre au monde son bébé. Autant on se pose pas vraiment de questions sur la manière dont on va ensuite vivre ce quatrième trimestre, ce 10e mois de grossesse qui est pourtant tellement essentiel et qui permet
au mieux, lorsqu'il est vécu, d'éviter des déboires, d'éviter des problématiques de postpartum, notamment la fameuse dépression du postpartum, et puis d'éviter d'avoir cette sensation d'un seul coup de se perdre aussi, de plus n'avoir de repères, justement. Donc c'est un peu l'idée là du projet postpartum. Donc c'est ensemble, avec son partenaire, avec son chéri ou sa chérie, c'est de commencer à réfléchir sur la manière dont on a envie de vivre cette période. Ça, c'est ce qui va vous permettre véritablement de pouvoir récupérer, de pouvoir nous mettre dans un système d'écoute de vous, et pour pas totalement vous perdre aussi. Même si cette période est extrêmement bouleversante, elle est magnifique, elle est puissante, ne pas vous laisser totalement être décalé d'une certaine manière de vous. Donc moi, ce que j'aime raconter, expliquer, c'est de pouvoir communiquer avec son partenaire sur comment est-ce qu'on envisage cette période-là, qui est-ce qu'on a envie d'avoir à la maternité, quel type de visite, est-ce que pour nous c'est OK ou pas, et tout peut vraiment être accepté et acceptable à partir du moment où on trouve les mots tout en bienveillance. Donc là, on va utiliser beaucoup de communication CNV pour pouvoir faire passer certains messages si on a une famille assez traditionnelle ou assez conformiste sur le fait de moi j'ai besoin qu'il y ait un tel qui passe, la grand-mère, mes parents, etc. Mais à un moment donné, on peut aussi dire en fait non, moi je préférais qu'il y ait qu'une seule personne, de la choisir et de donner un cadre aussi. Ça, c'est important de venir s'écouter pour tous les deux. Donc de communiquer par rapport à ça, également de savoir si on fait un projet autour de l'allaitement, si on fait un projet plutôt de se laisser un petit peu guider. Est-ce qu'on va avoir cette possibilité, en tout cas de s'en donner quelque part aussi les moyens, les ressources, ou bien si on préfère d'emblée donner un lait infantile. Tout est OK, c'est juste une histoire de choix en fait. On peut aussi anticiper sur la manière dont on a envie d'être dans ce maternage proximal. Est-ce qu'on va envie de faire du cododo? Est-ce qu'on veut mettre tout de suite l'enfant dans sa chambre? Est-ce qu'on a envie de le porter? Est-ce qu'on a envie de faire du pot à pot? Donc tout ça, c'est plein de petits détails, plein de petites... une espèce d'affinement en fait sur comment est-ce qu'on prévoit ça. Et puis, ce qui est important aujourd'hui, c'est quelque part de se créer ou de se recréer une communauté d'entraide, une communauté de ressources. C'est vrai qu'on disait avant qu'il fallait un village pour élever un enfant, et aujourd'hui la jeune maman se retrouve très isolée finalement, sans modèle autour d'elle pour la guider. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer en fait de ces formes de tradition du monde entier pour aider la femme justement à récupérer. Donc c'est une période extrêmement importante de guérison, de transformation, puisque c'est une période de passage quelque part de la femme, donc de passage entre son état de femme à mère, mais entre-temps il y a eu cet état de grossesse aussi, donc elle vit ces étapes-là, et vraiment ce 10e mois de grossesse, c'est aussi un temps pour qu'elle se rencontre aussi en tant que maman, qu'elle rencontre aussi son bébé, que le lien mère-enfant, mais aussi père-enfant, se crée. C'est un lien, c'est un temps également qui est propice et qui doit être vraiment consacré à la protection aussi de la jeune maman, de la jeune femme qui vient d'accoucher, un temps de protection parce que énergétiquement aussi, son corps s'est complètement ouvert à la vie, au passage de la vie, justement. Donc, il faut lui laisser un temps pour, quelque part, se refermer, retrouver son intériorité. C'est aussi pour ça que dans cette période-là, il y a une grande faiblesse, plutôt forme de vulnérabilité, de sensibilité,
pour lequel elle peut être un peu dispersée, un petit peu vulnérable aussi. Donc ça s'explique au niveau de la chute hormonale, mais aussi au niveau énergétique. Donc il y a aussi beaucoup de traditions yogiques, entre autres, mais aussi au Mexique, au Brésil, en Chine, où on retrouve justement ces traditions, ces rituels autour de refermer son bassin pour aller cicatriser aussi les chairs à l'intérieur. Donc ça, je trouve ça très beau aussi à notre manière ensuite de le perpétuer pour qu'elle vive au mieux cette période-là. Donc cette période, plus elle va être vive dans une forme de repos, de calme, d'introspection, plus ça va permettre à la maman, mais aussi au bébé, de créer cet espace de sécurité, de ce lien, de ces bases affectives, qui sont absolument indispensables. Donc aujourd'hui, on a créé quelque part une société de femmes qui doit assurer sur tous les fronts, dans tous les domaines, qui doit être belle, aussi bien dans sa maternité que dans son maternage, où on a une image comme finalement assez lisse de cette période-là. Et c'est dommage parce qu'en fait, elle est malgré tout une Wonder Woman, même si elle assure pas sur tous les fronts, en fait. Oui, déjà rien que le fait de donner la vie en soi, c'est magnifique, bien sûr. C'est ça qui est pouvoir extraordinaire. Tout à fait. Et il faut s'en rendre compte. Exactement. Donc moi, ce que j'aime leur dire, c'est que elles sont déesses. Elles sont véritablement des femmes qu'on doit honorer quand on va voir une femme qui vient d'accoucher. C'est presque comme si on rentrait dans un sanctuaire sacré pour aller déposer une offrande, déposer une fleur, des fruits, etc., des gâteaux. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans beaucoup de traditions. On apporte quelque chose qui est symbolique. Ça peut être des œufs en Algérie, ça peut être des gâteaux. Et on vient honorer cette femme qui a mis au monde son bébé. Et c'est ça qui est le plus beau, en fait, dans cette période-là. Et quand j'ai la chance de visiter une maman qui vient de mettre au monde son bébé, j'aurais presque envie de m'agenouiller, en fait, près d'elle pour tellement la remercier d'avoir accueilli la vie, mais aussi d'honorer son bébé qui vient là, d'avoir fait ce passage. Et ça, c'est extraordinaire. On l'a tous vécu. Et je crois que vraiment, cette histoire d'accouchement, de maternité nous concerne toutes et tous, qu'on fasse le choix ou pas, finalement, d'être mère, d'être parent. Mais ça nous concerne tous. C'est vraiment une histoire d'humanité très, très profonde. Ça me donne des frissons, là, ce que tu me dis. C'est vraiment très beau. J'espère que des femmes, justement, qui sont autour de femmes qui s'apprêtent à accoucher vont écouter ces mots-là, parce que c'est vraiment clé d'être dans cette notion-là, de remercier, de gratifier. C'est ça, de remettre du sacré aussi, du sacré dans cette période qui est très courte aussi finalement. Et ça va laisser une magnifique empreinte dans le cœur, dans le corps de la femme, mais du bébé aussi. Moi, j'aime beaucoup cette image, tu vois, des marraines les fées qui viennent au-dessus du berceau pour apporter un don, une qualité, une ressource. Eh bien, voilà, j'aime me dire que quand je suis au contact d'une maman qui vient de mettre au monde son bébé, d'avoir ces magnifiques intentions dans le cœur. Peut-être c'est difficile de le nommer, mais c'est pas grave pour certaines. Mais au moins dire voilà, je peux t'apporter la grâce, je peux t'apporter l'écoute, je peux t'apporter la bienveillance. Voilà, de trouver quelque chose qu'on a envie de transmettre à travers le cœur, à travers les mots. C'est magnifique parce que ça renverse complètement ce qui se passe aujourd'hui dans la vraie vie, c'est à savoir que la mère enceinte est l'objet de toutes les attentions, et puis dès qu'elle accouche, finalement, tout le monde vient voir le bébé et plus du tout, s'occupe pas du tout de la femme et de savoir ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vient de traverser, etc. Alors qu'elle a immensément besoin d'être, elle, à son tour, choyée, dorlotée, coucounée. Et d'ailleurs, beaucoup de mamans sont dans une forme d'impasse parce qu'elles ne reçoivent pas assez, en fait.
Donc le fait de ne pas recevoir et de ne pas se nourrir aussi affectivement, et puis également d'une nourriture terrestre, une nourriture réconfortante, par la suite, on ne peut pas transmettre, on ne peut pas donner. Donc c'est pareil. Donc ce lien, ce cercle là, cette communauté, elle est vraiment à recréer. Ça peut être une communauté autre que la famille. La famille, ok, c'est très très bien. On peut avoir des difficultés, on peut avoir un éloignement familial qui font que notre cercle familial n'est pas ok, peut être toxique. Voilà. L'idée, c'est d'accepter ça, mais malgré tout, on peut se recréer cette forme de communauté, d'amis, de voisins, de collègues, une communauté peut-être même virtuelle, peu importe, via des réseaux sociaux. Il y a énormément de belles choses qui se passent, de communautés, de femmes d'entraide aussi. Et puis, un des éléments clés pour la maman, c'est quelque part s'autoriser à reconnaître aussi cette vulnérabilité, s'autoriser à demander de l'aide, à recevoir de l'aide. Et quelquefois, c'est aussi ça le plus difficile. Parce que ça vient toucher une faille, ça vient toucher une faiblesse, ça vient toucher des blessures. Bon, elles sont là. Souvent, pendant la grossesse et après, ça vient un peu exacerber tout ça. Mais en fait, bien souvent, on ne peut pas avoir l'aide qu'on attend si on n'exprime pas son besoin. Bien sûr. Donc, il faut juste quelque part oser appeler sa meilleure amie ou une personne qui pourra ensuite déléguer et nous dire, voilà, Marie, écoute, en fait, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Tu peux passer avec plaisir, nous voir, le bébé, etc. Mais ce qui serait top, c'est que tu m'amènes ton plat préféré, par exemple. Où on se fasse un temps de relaxation ensemble, une méditation où tu prends mon bébé 10-15 minutes. Je peux prendre un bain, je peux prendre une douche, ou bien elle peut apporter un massage, différentes choses. Mais ça va véritablement la nourrir et se sentir soutenue dans cette période-là. Autre que un présent, un cadeau, certes, ça fait plaisir, mais on est dans cette dimension du matériel. Et en fait, ce qu'elle a vraiment besoin, c'est de se remplir à l'intérieur d'elle. Donc c'est aussi ça qui est très beau dans les rituels de femmes. Donc ça peut être aussi participer à des cercles, des rituels de femmes, même en virtuel, en télécercle, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais avec les différents événements qu'on a tous vécus, il y a eu de magnifiques initiatives et les femmes et les humains en fait ont quand même réussi à se rencontrer, à se souder, à s'unir là-dessus. Et ce qui est très important, c'est qu'elle va rentrer dans cette dimension du cœur, en fait. Plus elle va être dans cette dimension du cœur, plus cet espace va être libéré et s'ouvrir, plus elle saura exactement ce qui est bon pour elle et son bébé. Donc on dépasse un petit peu, en tout cas, ce qu'on pourrait attendre de la naturopathie, mais c'est vraiment important. Je ne pense pas finalement qu'on le dépasse parce qu'on est dans une dimension holistique, une dimension globale, où on englobe véritablement toute la partie de l'être. Et comme je le disais, la femme est extrêmement perméable quelque part. Donc, elle a besoin d'être nourrie aussi dans ces dimensions. Non, c'est clé parce que justement, c'est important que ces messages passent sous le thème de la nutrition, parce que c'est la nutrition du cœur, comme tu le dis si bien, la nutrition de l'être dans son ensemble. Et c'est bien qu'on fasse passer ce message-là qui est un peu différent de manger ci, faites ça, etc. Donc merci pour ça, Candy. Je pense que ça va beaucoup éclairer beaucoup de femmes. Et justement, pour faire une transition vers la nourriture terrestre, comme tu disais joliment tout à l'heure, alors comment est-ce qu'on peut s'occuper de son assiette alors que bébé nous accapare parce que soit on l'allaite, soit on lui donne, on est accaparé par ces repas très fréquents. Et bien souvent, on est là, on se délaisse, quoi. On réchauffe un petit truc rapidement comme ça. Un bol de riz, un truc, et puis on s'oublie et on sort de là épuisé. Donc comment préparer ça et faire en sorte que ça se passe autrement ?
Alors au niveau de justement la vie, la nourriture terrestre, c'est là aussi une question d'anticipation, d'organisation. Donc on trouve dans beaucoup de super bouquins l'idée de congeler ses repas, de préparer des petites portions. Ça peut être d'avoir des indispensables dans son placard, comme des oléagineux, comme des sardines, des céréales semi-complètes, de la semoule semi-complète, du quinoa, des choses qui sont rapides et efficaces dans cette période-là. On peut avoir aussi des petites poudres. Je ne sais pas si on peut citer des marques. Si. Oui, ok, super. Moi, j'aime bien les petites poudres protéinées de chez Ishwari, en fait, l'éveil du Bouddha, qui préparent des petites formes de petites bouillies, donc aussi bien en encas ou au petit-déj. Ça, c'est quand même assez pratique. C'est nourrissant. On a un index glycémique qui est stable. Donc, on peut avoir accès à ça. Ensuite, comme je disais, tout au moins sur ce premier mois, c'est vraiment de créer une communauté qui va vous servir. D'accord ? On n'a pas toute la possibilité de commander, en tout cas en ligne, les Deliveroo et compagnie, si tant est que ce soit complètement éthique. Mais bon, c'est pas forcément on peut se poser la question. Voilà, ma cam non plus. Mais en revanche, voilà, ça peut dépanner. En revanche, moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait une sorte de roulement, en tout cas, qu'un tel prépare son plat préféré, que mardi, ce soit l'autre, mercredi, etc., de tourner là-dessus, soit moyennant finance, si ça devient trop important, trop imposant. Sinon, on va vraiment être dans des choses ultra simples, des potages, des bouillons aussi dont elle a besoin. C'est une alimentation qui doit être très réchauffante, très rassurante, très cocooning en fait. Donc idéalement, soit son mari peut ou son partenaire peut cuisiner le week-end et puis avoir des petites choses faciles à réchauffer avec des épices douces, du curcuma, du gingembre, de la cannelle, de la coriandre. Donc ça peut être tout ce qui est patates douces, carottes, tout ce qui va venir réchauffer, des légumes colorés, orangés, qui vont venir travailler sur ce deuxième centre énergétique aussi, qui a été au niveau du ventre, qui a été un peu déchiré quelque part, donc venir ramener de la chaleur. Tout ça, c'est vraiment très très important. Le conseil le plus essentiel que je donne, c'est d'au moins d'installer un bon petit déjeuner. Vraiment, ça doit être un peu la ligne directrice, un petit déjeuner protéiné, donc soit sous forme d'œufs, soit avec des légumes cuits, pourquoi pas de la soupe, pourquoi pas de l'avocat écrasé, des graines germées, un peu de pain, avec ou sans gluten, tout dépend sa tolérance. Donc un vrai repas dès le matin, quoi. Voilà. Un vrai repas, exactement. Celui-ci, il va amener 25% des apports, grosso modo, et plus il est protéiné, plus il va éviter de piocher dans le sucre dans la journée, et donc de créer ce cercle infernal et vicieux de l'appel du sucre en permanence. Donc au moins de se tenir à ça, c'est vraiment une super impulsion pour toute la journée. Et puis ensuite, voilà, ça va être de se faire une petite céréale, des légumineuses qui existent sous poche, sous vide en fait, qui vont se réchauffer quand même plus ou moins rapidement. Parce que l'appel du sucre, c'est quelque chose qu'on ressent particulièrement quand on est très fatigué, par exemple. Oui, parce que ça donne un coup de fouet rapide. Ouais. Et puis en fait, on est programmé pour manger du sucre. Ah oui. Clairement, on est programmé depuis la naissance. L'implantation de l'œuf, il se fait dans un milieu sucré, en fait. D'accord. Dès le départ. J'ignorais totalement. Donc, c'est un élément qui est sécurisant, quelque part, qu'on connaît. Dans in utero, le bébé, le liquide amniotique se teinte immédiatement de sucre. Dès que la maman mange sucré, c'est la première saveur qu'il connaît, qu'il rencontre. Ensuite, le lait maternel est quelque part sucré, alors pas au sens du sucre blanc, on s'entend, mais glucidique, véritablement. Le lait infantile l'est aussi. Donc, il y a une appétence, en fait, spontanée, quelque part, vers le sucre. Donc, c'est sécurisant, enfin, c'est rassurant.
quelque part. Donc après, ça vient nous interroger sur notre forme de dépendance. Comment est-ce que j'arrive à me séparer, justement, c'est ça que ça vient raconter, quand on est dépendant quelque part au sucre. Comment est-ce que j'arrive à vivre cette séparation, en fait. Et justement, par rapport à ce grignotage, vient rapidement se poser la question pour une femme qui vient d'accoucher de retrouver sa ligne, puisqu'évidemment, on a pris beaucoup de poids, logiquement, pour porter notre enfant. Et après, alors soit avec les injonctions de la société, ou soit parce qu'on se sent mal dans son corps, on a envie de revenir à la normale, entre guillemets. Donc, comment faire? Est-ce que tu as des petits trucs et astuces à nous partager pour, justement... soit éviter de prendre plus de poids juste après. Voilà, et puis peut-être retrouver peu à peu sa ligne. Oui, en plus, il y a plusieurs cas de figure. Tu as aussi les mamans qui ont fait du diabète gesta, qui ont fait super gaffe. Qui sont privées. En grossesse, qui sont privées. Et puis, alors, bébé est né, ça y est, elles vont commencer à retourner dans des vieux schémas, des mauvaises habitudes, et replonger dans la brioche, le sucre et compagnie. Alors, il y a différentes astuces au niveau donc de la chronobiologie qu'on pourrait utiliser. Donc, respecter en fait les différents horaires qui existent dans notre corps au niveau de la digestibilité, l'assimilation des acides gras, des protéines, des sucres. Et donc là aussi, on va retrouver le petit-déj protéiné le matin, hyper important. On va éviter tous les sucres raffinés, les sucres blancs, donc les céréales blanches, le pain blanc, le pain de mie, les biscuits, les pâtes et compagnie. On va passer en céréales semi-complètes, si ça n'a pas été déjà fait pendant la grossesse. Ça, tout le temps, pas seulement spécialement au petit déjeuner. Exactement, tout à fait. Mais on va vraiment faire attention pendant cette période-là, parce que si on fait plus les courses, si tant est que ce soit, par exemple, le conjoint qui lui fait pas gaffe, il va acheter un paquet de pâtes ou de pain, quoi, c'est du pain. Je comprends pas. Oui, mais c'est de la farine blanche. Donc voilà, s'il partage pas tout à fait les mêmes objectifs d'alimentation, voilà, elle va manger ce qu'il y a, en quelque sorte. C'est vrai. Souvent, ça arrive en consulte. Ah, c'est mon mari qui fait les courses, donc voilà. Bien que souvent, ils fassent aussi une couvade, les hommes, ça arrive oui. de se retrouver à deux avec le petit ventre d'après grossesse. C'est adorable. Quel soutien. Donc, du coup, ils feront un petit peu ce modèle alimentaire-là tous les deux, ça les soutiendra ensemble, ce sera parfait. Sinon, l'idée, c'est après 17h, on va éviter tous les types de sucre, tous les types de glucides, donc aussi bien les céréales que les sucres directs, via les fruits, la compote, les fruits secs, par exemple. Ça peut être ça. Après, on peut se référer à tout ce qui est liste d'index glycémique bas ou moyen, de les préférer. Et ce qu'on observe, pour ne pas vous donner une liste un peu rébarbative là maintenant, c'est surtout qu'on est sur des protéines, en fait. Donc végétales ou animales, et un ensemble très très large de végétaux. Donc de légumes, cuits, crus, évidemment. Mais également, si on est sur des céréales, ça va être des céréales cuites al dente, donc juste ce qu'il faut, et ensuite refroidites. Donc hop, on baisse l'index glycémique. Donc typiquement, la salade de pâtes, c'est top. La salade de riz, salade de pommes de terre aussi, puisque l'index glycémique va chuter. Donc ça peut être ça. Et puis ensuite, un des grands principes naturaux, c'est la mastication. Ça, c'est hyper important pour donner l'information au cerveau que lui vient des aliments, en fait, de pouvoir sécréter les bonnes enzymes de digestion, et ça apporte énormément de satiété. Donc on est aussi très souvent un peu déconnecté de sa satiété. On mange parce que on se dit qu'il est 13h et qu'il faut manger, et on reconnaît pas ensuite quand c'est terminé pour nous. Alors que de faire le test, ça j'aime beaucoup dans le mindfulness, par rapport à la mastication, ils expliquent qu'on peut tout à fait se contenter d'une amande si on l'a correctement mastiquée, ressentie en bouche, délitée, etc. On va sentir l'aliment qui va nous nourrir profondément. Donc, c'est un principe qui paraît simple
et un peu de bon sens, mais qui au quotidien paye vraiment sur plein d'aspects. Sa digestion, l'assimilation, la satiété. Et on observe souvent que les femmes, les hommes qui mangent très lentement sont plutôt des personnes menues, en fait. Elles prennent pas plus de poids que ça. Donc, voilà, en quelques lignes, ce qu'on pourrait proposer pour retrouver sa ligne. Super. Merci Candice. Alors, juste avant de conclure, j'aurais une dernière question que j'aimerais te poser, c'est la notion par rapport à la nutrition de se faire confiance, aussi là encore reprendre son pouvoir sur s'écouter et aussi reconnaître les besoins de son enfant, parce que c'est vrai que quand l'enfant paraît, tout le monde donne son avis sur la bonne façon de le nourrir, alors que seule la mère quand même sait reconnaître les signes importants chez son enfant. Mais ça, on ne le sait pas. Donc, voilà, oui. Sur cette notion de confiance, j'aimerais bien t'entendre. C'est un point qui est vraiment très, très important. Parce qu'on reçoit beaucoup d'injonctions pendant cette période-là, beaucoup de commentaires qui peuvent être contradictoires. On est un petit peu dans le flou par rapport au conseil pédiatrique, au conseil de la PMI, de la sage-femme, de la famille, de ce qu'on a reçu nous comme culturellement comme habitude alimentaire, et on peut sentir au fond de soi que c'est pas totalement juste. Et parfois, c'est très difficile d'exprimer cette sensation, ce ressenti auprès d'un pédiatre ou auprès de son conjoint, auprès de sa famille, etc. C'est difficile parce que souvent, on n'est pas assez écouté. On le voit beaucoup dans le cadre des bébés qui ont des troubles digestifs. La mère le ressent dès la maternité qu'il y a un problème. Elle le ressent, c'est instinctif en fait. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans son état le plus épanoui de femme, puisqu'elle vient de mettre au monde son bébé. Donc elle est vraiment... et on l'encourage à être dans sa polarité de femme, de féminin en fait, donc de réceptivité, d'intuition, de ressenti, d'accueillir cet état-là, justement. C'est ça qui est important. Donc l'idée, c'est que elle se protège de ça. Cette forme de protection, son mari, son partenaire va l'y aider, justement, en créant cette bulle protectrice. Et parfois même, on peut être amené à, comment on peut dire, à teinter la vérité pour, quelque part, se protéger, ou en tout cas, aller jusqu'au bout de ce qu'on ressent juste pour son enfant. Et c'est OK. Et c'est complètement OK. Il faut le faire. Et il faut le faire. On le voit, moi par exemple, il y a 12 ans, quand j'ai commencé à sevrer ma fille du lait maternel, je donnais des boissons végétales, je rajoutais de la spiruline dans mon lait d'amande. On me regardait, j'ai cru que j'allais passer au bûcher. Hein. Tu donnais des biberons de martien à ta fille. Je donnais des biberons spirulinés. Donc, il faut trouver cette force à l'intérieur de soi pour s'imposer. Parce que on sent que c'est juste à l'intérieur de soi. Donc, faut être entouré aussi de professionnels de santé, naturaux, ostéos, homéopathes, etc., qui sont formés également et qui vont pouvoir accompagner. Ça, c'est extrêmement important. Et d'autre part, il n'y a que les parents, même moi en tant que professionnel, qui savent exactement ce qui est juste pour leur enfant. Et ça, faut vraiment le reconnaître. En tant que professionnel, on est au service, on est à l'écoute d'eux. On doit vraiment quitter la théorie et on doit ouvrir son cœur, ouvrir ses oreilles pour entendre ça et ensuite accompagner. C'est ça notre job véritable. Donc c'est ça, donc chère maman, future maman qui nous écoute, si tu sens quelque chose au fond de toi, dis-toi que c'est juste et que tu as la possibilité de l'exprimer, d'ailleurs le devoir de l'exprimer pour toi et ton enfant. Donc ça c'est très important.
Après, que ce soit affirmé ou pas médicalement, au moins, elle sera allée dans cette piste-là. Autant on écoute beaucoup les mamans, les futures mamans enceintes, quand elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et c'est souvent très très juste. Une maman qui dit tiens, mon bébé il bouge pas. Il y a quelque chose au fond de moi qui me fait dire que on va prescrire une échographie supplémentaire et on va observer. Quelquefois, dans beaucoup de cas, il y a une connexion tellement forte que c'est juste. C'est la même chose. Là, le bébé il est juste dans le prolongement en fait. Et donc, à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a vraiment une mouvance qui vise à un petit peu rabaisser, réduire justement l'écoute que peuvent faire les mamans avec leur bébé. Alors, mais oui, un bébé, ça pleure. Écoutez, franchement, oui, ça régurgite. Oui, mais est-ce que ça régurgite 100 fois par jour? Est-ce que ça vomit 100 fois par jour? Est-ce que j'ai juste l'impression là de ne pas voir mon bébé épanoui? Donc non, il faut faire des investigations, il faut aller écouter ça. Quelquefois, ça vient aussi parler de l'état intérieur de la maman, mais il faut aussi l'accueillir, il faut aussi l'écouter. Puis après, plop, ça s'ouvre, et puis il y a une incidence, une belle influence sur la santé du bébé. Oui, d'où l'intérêt de se tourner vers des professionnels de santé holistiques qui prennent en compte l'intégralité du corps, de l'esprit. Très bien, Candice, merci beaucoup. Alors, si on avait 3 mots-clés peut-être à retenir de cet épisode, quels seraient-ils pour toi ou des concepts clés importants? Concept clé, c'est une maman qui vient d'accoucher, c'est de s'honorer. C'est véritablement d'honorer la partie d'elle qui vient d'accueillir, qui vient de transmettre la vie. Et de se dire qu'elle fait du mieux qu'elle peut, qu'elle va apprendre, qu'elle va s'initier à être mère. Déjà ça, d'accepter ça, ce principe-là. Ensuite, de manière plus terrestre, encore une fois, de porter son alimentation de manière plus réchauffante, plus cocoon. On appelle ça le modèle hypotoxique aussi en naturopathie. Donc de retirer la plupart des défets vitalisants, le thé, le café, le sucre, en priorité. Et puis, le 3e axe, c'est justement pour revenir à l'intérieur de soi, c'est de trouver une pratique ou de continuer une pratique qui permet de se recentrer, de se retrouver à l'intérieur de soi, que ce soit la méditation, que ce soit les cercles de femmes, que ce soit la cohérence cardiaque, la respiration. Voilà, à mon sens, c'est ces 3 aspects-là qui vont vous permettre de le vivre le plus sereinement et de kiffer d'être avec votre bébé et de dire si mère à la vie, quoi. Merci Candice, quelle parfaite conclusion. Ouais. C'est vraiment parfait, je te remercie. Eh bien, le moment est venu pour nous, ensemble, de refermer cette parenthèse enchantée et de vous remercier chaleureusement pour votre écoute. Peut-être avez-vous envie de noter ces 3 conseils clés de Candice, ou peut-être que vous avez déjà pris des notes. Eh bien, prenez le temps de bien respirer dans ces nouvelles choses que vous avez entendues et qui vous ont peut-être parlé. Mettez les mains sur votre ventre si vous allez bientôt donner la vie. Offrez-vous ces quelques instants encore à nos côtés. Et puis, pour nous, il est temps de dire merci à notre partenaire Biostim, grâce à qui nous pouvons partager ces merveilleux conseils pour le bien-être des enfants et le réconfort de leurs parents. Merci à tous. Si Mère, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostim, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, à réécouter et télécharger sur radiomédecinedouce.com et sur tous les agrégateurs de podcasts.